Salut tout le monde. Ce soir, nous explorons ce qu'il se passait quand la quête de la beauté devenait une lente méthode d'autodestruction. Vous êtes en robe de lin râpeuse, assis sur un tabouret bancal, dans une chambre faiblement éclairée par une chandelle odorante. Il fait moite. Vous avez l'impression d'être beau, mais aussi un peu malade. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et si vous le souhaitez, indiquez-moi en commentaire votre localisation et l'heure locale à laquelle vous vous endormez. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous ouvrez le petit pot soigneusement rangé près de votre miroir en bronze. L'odeur était métallique, un peu sucrée, un peu comme la rouille qui aurait fondu dans du miel. Vous trempez vos doigts dans la pâte blanche et commencez à l'étaler sur votre visage. Ce que vous venez d'appliquer? Du blanc de plomb. Le cosmétique ultime pour briller dans toutes les réceptions médiévales. Et je veux dire, littéralement briller. Votre teint devient pâle, opaque, presque luminescent à la lueur des chandelles. On dirait un fantôme qui a la classe. C'est très recherché. La blancheur de la peau signifie richesse, pureté, et surtout que vous ne travaillez pas au champ comme ces gens qui bronzent sans permission. Vous êtes au-dessus de ça. Vous êtes meilleur que ça. Et tant pis si le prix à payer est tout le reste. La pâte est faite d'un mélange de poudre de plomb et de vinaigre. On laisse le tout reposer plusieurs semaines dans un bocal fermé. Ensuite, on filtre, puis on vous le vend très cher en jurant que ça adoucira votre peau et équilibrera vos humeurs. Ce qu'on oublie de mentionner, le plomb pénètre la peau, s'accumule dans le corps, ronge lentement les nerfs, les reins, le cerveau. Vous commencez par perdre vos cils, puis vos sourcils. Ensuite, votre peau se craquelle. Et vous vous couchez un soir avec une migraine sourde et vous ne vous réveillez plus. Les historiens se disputent encore pour savoir si les courtisanes du 15e siècle savaient que le blanc de plomb les tuait. Certains pensent qu'elles le savaient, mais l'acceptaient. Un peu comme aujourd'hui, on continue de porter des talons de 12 cm, même si on sait très bien que nos genoux finiront par imploser. D'autres affirment que l'Église et les apothicaires étaient parfaitement conscients des risques, mais gardant ça discret parce que les ventes étaient tout simplement trop bonnes. Et oui, beauté rime rarement avec sécurité. Il y a même eu des cas racontés dans des manuscrits médicaux où des jeunes femmes aristocrates avaient littéralement la peau qui se détachait du visage sous le maquillage, comme une fine feuille de pâte. On ne s'en inquiétait pas trop. On mettait juste une autre couche par-dessus. Et le plus ironique dans tout ça, ce teint mortuaire que vous cherchez à imiter, cette blancheur spectrale, vient d'un code esthétique hérité de la peste. Oui, après les grandes épidémies, les visages pâles sont devenus séduisants, comme si la mort elle-même était devenue une icône de mode. Bonjour la boucle bouclée. Mais bon, vous admirez votre reflet, bien que brumeux, et vous vous dites que vous avez bonne mine. Peut-être un peu de verre sous les yeux, mais ça accentue le côté mystérieux, non? Vous sortez dans la rue, traversez les flaques d'égout qui fument, et tout le monde vous regarde avec admiration et peut-être une touche d'inquiétude. Vous sentez que ça picote légèrement sur les joues, une petite démangeaison persistante. Mais c'est normal, paraît-il. C'est le charme du plomb. Il gratte votre peau, mais avec amour. Ce détail vous revient. Votre voisine, une jeune noble florentine, avait juré par cette pâte blanche. Puis un jour, elle s'est mise à saigner des gencives, à voir des lumières bizarres et à s'endormir en plein repas. 2 semaines plus tard, on l'a retrouvée paisiblement allongée dans son lit, le visage blanc comme neige. Littéralement. Est-ce que vous devriez arrêter d'en mettre? Peut-être. Est-ce que vous le ferez? Non. Parce que cette pâleur cadavérique vous donne un air délicat. Vous avez l'air sophistiqué.
Un peu malade, mais dans le bon sens. Comme si la beauté vous coûtait tout. Et c'est justement ça, le charme. Petite note amusante. Certaines femmes, plus prudentes, utilisaient une alternative au blanc de plomb appelé fard d'orgeat. C'était à base d'amandes pilées et de farine. Ça sentait bon. C'était naturel. Ça ne tuait pas. Donc, évidemment, personne ne voulait de ça. Trop fade, trop sain, pas assez dramatique. C'est un peu comme aujourd'hui. Les cosmétiques bio sont bien, mais aller dire à quelqu'un qu'il faut renoncer à l'effet flouteur magique d'un fond de teint qui coûte un demi-rein, vous aurez le respect poli, mais rien de plus. Vous remettez un peu de blanc sous les yeux. Juste là. Parfait. Vous êtes prêt pour la messe ou le marché, ou simplement pour rester chez vous, à poser près de la fenêtre avec un air vaguement triste. La beauté, après tout, c'est de souffrir élégamment, lentement, silencieusement, et avec un léger goût métallique dans la bouche. Vous attrapez un petit flacon de céramique, soigneusement bouché avec de la cire. Dedans, votre ingrédient secret pour un teint clair, uniforme, presque céleste. Vous défaites le bouchon. L'odeur vous frappe immédiatement. Acide, piquante, ammoniacale. Ce n'est pas du vinaigre. C'est votre urine. Vieillie. 3 jours. Minimum. Vous trempez un morceau de lin dans le liquide et commencez à tamponner doucement vos joues, votre menton, votre front. Ça picote. Vous toussez un peu. Mais c'est le prix à payer. L'urine fermentée est votre meilleur allié beauté. C'est que, voyez-vous, dans les cercles les plus raffinés du 14e siècle, l'urine est tendance. Pas celle de n'importe qui, bien sûr. Idéalement la vôtre, récoltée à jeun. Encore mieux si elle provient d'un jeune homme en bonne santé, n'ayant mangé que du pain blanc et bu peu de vin. Il existe même des recettes spéciales de beauté recommandant l'urine de vierge. Bon courage pour vérifier la source. Vous frottez donc patiemment votre visage avec ce liquide doré, que l'on appelle aussi eau dorée, avec un enthousiasme qui frôle le mystique. On raconte que l'urine nettoie la peau, élimine les taches et donne un éclat lumineux, presque surnaturel. Certains apothicaires jurent même qu'elle équilibre les humeurs, au sens médical comme émotionnel. Petite anecdote, une duchesse française au XVe siècle exigeait que ses serviteurs lui livrent chaque matin un pot d'urine tiède, récolté à l'aube par des jeunes garçons du village voisin. Ce n'est pas seulement une routine beauté, c'est un rituel de pouvoir. Vous avez entendu parler d'autres usages encore plus intimes, des bains de siège à l'urine pour purifier les parties sensibles, des gargarismes pour renforcer les gencives. Il paraît même que certains nobles se rincèrent les cheveux avec l'urine de cheval pour la brillance. Cheval brun, de préférence. Mais restons raisonnables. Ce matin, c'est juste pour votre visage. Vous essorez le linge sur vos joues en insistant sur la zone T. Puis, vous le repliez délicatement et le déposez sur un plat d'argent. Il sera réutilisé demain. Oui, on optimise. L'odeur, vous ne la sentez presque plus. C'est votre corps. C'est naturel. Vous imaginez les dames de la cour vous observant avec admiration, envieuses de votre éclat. Peut-être que l'une d'elles demandera votre recette. Vous ne la lui donnerez pas. Il faut bien préserver un peu de mystère. Et pourtant, tout ça n'est pas si éloigné d'une certaine réalité scientifique. L'urée, composant principal de l'urine, est effectivement utilisé dans des soins de peau modernes, concentrés, raffinés, sans les effluves du Moyen Âge. Mais l'idée de base reste la même. L'urine est exfoliante. En 1347, c'est juste un peu moins glamour. Vous repensez à cette fois où vous avez tenté une version de luxe, de l'urine mélangée à de la cendre de vigne, puis distillée au soleil dans un pot en verre vert. L'odeur était complexe. Mais le résultat, incroyable. Enfin, selon vous. Un jour, vous avez entendu un prédicateur affirmer que ceux qui se lavaient à l'urine étaient damnés. Mais bon, il a aussi dit que manger des œufs les jours pairs provoquait la lèpre,
Alors on prend ça avec distance. D'ailleurs, même certains moines utilisaient l'urine pour nettoyer les manuscrits. Oui, pour effacer l'encre. C'est à la fois dégoûtant et ingénieux. Du recyclage avant l'heure. Vous imaginez un parchemin sacré qui sent l'urinoir, et pourtant, il vaut peut-être aujourd'hui plus qu'un château. Un jour, une amie de la cour a tenté une variante. Une lotion de beauté à base d'urine mélangée à des pétales de rose et de la poudre d'huître. Résultat, boutons, rougeur, légère infection. Mais une semaine plus tard, sa peau pelait toute seule, révélant une couche douce et rose dessous. Une sorte de micro-peeling médiéval. Vous avez pris des notes. Vous finissez par essuyer le reste de liquide sur votre cou, puis sur vos mains. Pourquoi gaspiller? Les phalanges aussi méritent leur éclat. Vous avez lu quelque part qu'une femme danoise du XIIIe siècle avait affirmé que son mari était tombé amoureux de son odeur corporelle, après plusieurs semaines de traitement à l'urine tiédie. Comme quoi, chacun ses goûts. Vous vous regardez dans votre miroir de cuivre. La lumière vacille, votre peau est brillante, presque tendue, un peu irritée, mais vous êtes superbe. Peut-être un peu nauséabond, mais superbe. En sortant, vous croisez votre voisine. Elle plisse le nez. Vous souriez poliment. Elle vous envie, c'est certain. Et vous, vous inspirez profondément. Un peu trop, peut-être. Vous toussez. Mais au fond, vous savez que vous êtes la personne la plus lumineuse de la rue. Et tout ça, grâce à un simple pipi. Le seau est tiède, l'eau légèrement laiteuse. Vous y trempez un doigt, puis la main entière. Une odeur aigre s'en dégage. Ce n'est pas de l'eau propre. Ce n'est pas non plus de l'eau sale, dans le sens moderne. C'est de l'eau de beauté. Disons-le comme ça. Vous ne vous lavez pas avec de l'eau claire, quelle idée! En ce milieu du Moyen Âge, l'eau pure est dangereuse. Elle ouvre les pores, affaiblit les humeurs, vous rend vulnérable à toutes sortes d'attaques invisibles. Les médecins l'affirment, les prêtres le répètent, même les mères le crient aux enfants. Se baigner trop souvent est un aller simple vers la tombe. Alors, vous rusez. Vous vous aspergez délicatement d'infusions, de décoctions, de lait fermenté et de lotions florales douteuses, préparées dans des bocaux rangés dans votre armoire à épices. L'eau est présente, oui, mais elle est modifiée, civilisée, rassurante, même si légèrement gluante. Ce soir, vous utilisez un mélange de lait d'ânesse tourné, de lavande et de décoction de racines de mauve. C'est visqueux, parfumé et curieusement apaisant. Vous en tamponnez votre cou, vos bras, vos jambes, ça ne mousse pas, ça colle un peu. C'est normal. Il est important de signaler que ce n'est pas parce que vous êtes négligent. Au contraire, l'hygiène est un art, juste différent. Le bain dans une cuve d'eau chaude, une hérésie. Vous risqueriez de vous liquéfier de l'intérieur. Certains affirment que les bains publics étaient fréquents, au moins jusqu'à ce qu'on les soupçonne de propager les péchés, et parfois la peste. D'autres insistent sur la rareté absolue du bain complet, sauf en cas d'accident ou de mariage. Mais ce que vous faites là, c'est bien plus raffiné. Vous vous purifiez avec soin. Vous appliquez une lotion odorante à base d'eau stagnante dans laquelle ont baigné des pétales de rose pendant 5 jours en plein soleil. Le résultat, un liquide mi-floral, mi-fongique, très recherché. Il existe même une recette célèbre transmise dans les cercles de l'aristocratie provençale. L'eau de toilette à la graisse de chèvre fondue et au vinaigre de cidre. Appliquée derrière les oreilles, elle éloignerait les mauvais esprits, et les gens aussi, accessoirement. Une anecdote raconte qu'un chevalier hongrois, soucieux de son image, se rinçait chaque matin le visage avec une infusion tiède d'ortie macérée dans du vin. Il aurait vécu jusqu'à 38 ans, ce qui est presque remarquable. Son visage, paraît-il, ressemblait à celui d'un enfant, ou d'un petit raisin sec très vaillant.
Vous terminez votre toilette avec un dernier passage du chiffon humide sur votre torse. Il grince légèrement sur la peau. Pas de mousse, pas de savon, juste un glissement rassurant. Le mélange a un peu tourné? Tant mieux. Les bactéries, à l'époque, n'avaient pas encore une mauvaise réputation. Au contraire, elles faisaient partie du paysage. D'ailleurs, votre meilleur ami prépare chaque semaine son eau du vendredi, une infusion de pelure d'orange, de vinaigre et de quelques gouttes de sueur de cheval récupérées dans l'écurie de son père. Elle affirme que cela lui donne la peau lisse. Vous notez surtout que cela lui donne un parfum très présent. À noter que certaines reines, oui, même des têtes couronnées, avaient des baignoires portatives où elles faisaient chauffer du lait de brebis sucré à la cannelle. Elles y trempaient jusqu'aux genoux, puis faisaient sécher à l'air libre en évitant de rincer. Le but n'était pas de nettoyer, le but était de séduire. Et vous, là, dans votre chambre entorchie, avec votre baquet tiède, vous faites exactement pareil. Une beauté de circonstance, une propreté symbolique. Pas besoin d'eau claire pour être charmant, juste d'un bon sens du dosage et d'une tolérance olfactive bien entraînée. Une vieille superstition affirme même que les jeunes filles trop propres sont susceptibles d'attirer les démons. Voilà, vous êtes donc non seulement beau, mais aussi spirituellement protégé. Que demande le peuple? Il vous reste encore un petit flacon, un concentré de vinaigre, de poudre de fleurs de sureau et de lait coagulé. Il a une belle teinte grise, presque nacrée. Vous le frottez derrière vos genoux et dans vos cheveux. Un peu de tout, partout. Vous vous levez, satisfait. Vous sentez un peu le yaourt à la lavande, mais votre peau est douce, votre aura est intacte et vous n'avez pas, pour le moment, attrapé la peste. Que demander de plus? Avant de sortir, vous vous tapotez le front avec un petit mouchoir trempé dans cette même eau du matin. Une touche finale, un bouquet final. Et s'il pleut, tant mieux. L'eau du ciel, ça compte. C'est presque béni. Vous pressez le petit bâtonnet contre vos lèvres. Il laisse une traînée rouge sombre, presque carmin. Le geste est familier, presque gracieux. Vous frottez un peu plus fort. Le pigment est épais et il faut bien l'étaler pour qu'il tienne. Ce rouge à lèvres-là, ce n'est pas du jus de cerise, c'est du cinabre. Un sulfure de mercure broyé très finement, mélangé à un corps gras, souvent de l'huile rance ou de la graisse de cochon. C'est brillant, résistant et surtout mortellement chic. Les alchimistes le préparent dans des pots en plomb, en chantonnant des prières bizarres et le vendent aux dames élégantes comme le nec plus ultra de la beauté urbaine. Car le rouge vif, au Moyen Âge, est ambigu. Il est sulfureux, provoquant, mais aussi symbole de vitalité. Et vous, vous aimez vivre dangereusement. Une fois posé, le cinabre donne à vos lèvres une teinte si intense qu'on dirait presque que vous venez de croquer dans une grenade. Mais sans le jus et avec plus de picotement. Ça chauffe un peu. Vos gencives deviennent étrangement sensibles. Vous passez la langue dessus, curieux. Il faut dire que le mercure a une légère tendance à pénétrer les muqueuses. C'est un détail. Vous le connaissez. Vous l'ignorez. Une anecdote revient. Cette comtesse toscane, qui, obsédée par ses lèvres, faisait refaire son rouge chaque heure, avec une version concentrée du pigment. Elle a fini par perdre toutes ses dents. On raconte qu'elle a continué à sourire jusqu'au bout. Lèvres parfaites, mâchoire fragile. Certains pensent qu'elle l'ignorait totalement, séduite par les promesses des apothicaires. D'autres soutiennent qu'elle s'en fichait royalement. Après tout, mourir d'un rouge à lèvres, c'est quand même plus chic que de mourir d'un furoncle mal placé. Et vous, pendant ce temps, vous tapotez délicatement vos lèvres du bout du doigt pour bien répartir la matière. Une petite dose de poudre de corail séchée vient compléter le tout. Ça donne du relief. Ça dit « Je suis vivant », même si, biologiquement, vous commencez à ne plus l'être tout à fait. Le rouge au cinabre est si populaire que certaines villes italiennes en ont réglementé l'usage. Interdit aux femmes mariées avant le jeudi. Pourquoi le jeudi? Mystère. Peut-être pour éviter les débordements du marché.
ou pour ne pas distraire les confesseurs. Vous vous rappelez aussi cette dame de la cour bourguignonne qui utilisait un dérivé plus artisanal, du vermillon, mélangé à une base de miel. Elle en avait mis un peu trop un soir et s'était retrouvée avec des cloques sur les lèvres pendant une semaine. Mais elle avait reçu plus de compliments que jamais. Comme quoi, tout est question d'image. Dans le fond, ce que vous ressentez maintenant, la légère brûlure, la pointe de vertige, la sensation d'avoir bu une décoction de clous, c'est normal. C'est la beauté qui entre dans votre système sanguin, littéralement. Pour la touche finale, vous passez un peu du même mélange sur vos pommettes. À l'époque, on appelle ça un phare du courage. C'est censé attirer les regards, donner l'illusion de la bonne santé, de la jeunesse, du sang chaud, même si, paradoxalement, le mercure refroidit peu à peu votre organisme de l'intérieur. Une voisine vous a confié un jour qu'elle reconnaissait les grandes utilisatrices de cinabre à leurs gestes. Elles ont souvent la main qui tremble, l'œil un peu vitreux, la voix incertaine. Des signes élégants de décadence. Vous, ça va. Juste un petit fourmillement dans les doigts. Une autre mode étrange a émergé un temps dans les monastères féminins du Nord. Des rouges à lèvres fabriqués à partir de pétales de coquelicots mélangés à des cendres humaines. On ne sait pas trop si c'était pour la couleur ou pour l'aura mystique. Peut-être un peu les deux. Mais vous restez fidèle à votre bon vieux cinabre. Il vous donne ce quelque chose. Cet éclat bizarre qui attire l'attention tout en disant « N'approchez pas trop ». Il vous faut un rouge qui se voit dans le noir et empoisonne dans la lumière. Avant de sortir, vous vérifiez dans votre miroir. Vos lèvres sont parfaites. Votre teint est légèrement blafard, parfait pour mettre en valeur le contraste. Vous ressemblez à une peinture flamande légèrement inquiétante, mais désirable. Et si un jour, vos lèvres se mettent à craquer, à saigner, à tomber, vous aurez toujours une bonne excuse. C'est la mode. Vous vous asseyez près de la fenêtre, la lumière grise du matin effleurant votre visage. Sur vos genoux repose un petit coffret en bois sculpté, fermé par un cordon de soie fatigué. Vous l'ouvrez avec précaution, comme on dévoile un secret honteux. À l'intérieur, des pinces en fer, une cuillère en os et un petit pot noirci par l'usage. Ce matin, c'est jour d'entretien du visage. Et cela commence par une séance d'épilation. Vous attrapez la pince chauffée sur une pierre près du feu. Elle est tiède. Parfait. Vous commencez par le menton, puis la lèvre supérieure, puis, comme le veut la mode des gens raffinés, les sourcils, ou plutôt leur disparition. La beauté, ici, c'est l'absence. Un front large, dégagé, lisse comme un parchemin vierge. Les sourcils naturels, trop sauvages, trop charnels. Alors vous les arrachez un à un, la main ferme, les larmes aux yeux, en récitant peut-être un petit psaume pour le courage. Ça fait mal, oui, mais vous êtes courageux, ou du moins obstiné, et si un poil repousse, il sera extirpé sans pitié. Une fois le terrain défriché, vous ouvrez le petit pot noir. Dedans, un mélange de suie, de graisse de porc, fondue et d'argile fine. C'est votre crayon. Vous trempez la cuillère dans la mixture, puis vous tracez lentement, avec l'habileté d'un enlumineur, deux nouveaux sourcils parfaits au-dessus de vos yeux rougis. Ils sont un peu trop arqués. Ça vous donne un air intrigué en permanence. Ce n'est pas grave. Mieux vaut intrigant qu'anodin. Et les cils? Pas question de les garder. Ce sont des vecteurs d'impureté, du moins selon un moine allemand du XIVe siècle qui affirmait que les cils recueillent les péchés qui montent des pensées. Vous n'êtes pas certain de ce que cela signifie, mais ça vous a suffi pour les arracher aussi. La peau autour de vos yeux est rouge, gonflée. Vous ressemblez à une chouette en pleine allergie. Mais ce n'est qu'une phase. Vous êtes en chemin vers la perfection. Petite anecdote. Dans certaines cours italiennes, les femmes de haute naissance portaient des voiles pour dissimuler leur visage fraîchement traité. Pas par pudeur, non. Pour éviter que la poussière
ne s'infiltre dans les pores ouverts après l'épilation à chaud. On appelle ça la précaution postmoderne du XIVe siècle. Vous préférez laisser l'air frais apaiser vos paupières. Et si vos yeux larmoient un peu, cela donne un effet brillant, presque hypnotique. Vous vous souvenez d'un jour de foire où une vieille femme vendait des sourcils prédessinés sur des bandes de parchemin. Il suffisait de les coller à la peau avec de la résine. Une solution rapide, mais risquée. On raconte que plusieurs femmes ont développé des pustules sur le front. La résine venait apparemment d'un arbre qui pousse surtout dans les cimetières. Une autre méthode, le charbon de bois. Mais il a tendance à s'effriter, et l'on ne veut pas ressembler à un tableau inachevé. Ce qui vous amuse, dans tout ça, c'est la tension constante entre l'artifice et la douleur. Vous effacez ce que la nature vous a donné, pour mieux le réinventer. Vous vous sculptez un visage conforme à votre époque, même si votre peau crie à l'aide, et pourtant, tout cela vous calme. Il y a quelque chose d'agréablement monotone dans le geste répété de l'arrachage, du traçage, du lissage. Une routine qui traverse les siècles comme un rituel de contrôle sur l'inévitable vieillissement. Votre cousine, une experte, mélange même de la cendre d'os humain à sa pâte à sourcils, affirmant que cela renforce la couleur. Vous hésitez à essayer, mais vous prenez note. Avant de sortir, vous passez un peu de vinaigre sur la zone pour refermer les pores. Ça pique. Une bonne douleur. Une douleur propre. Et en vous regardant une dernière fois dans votre miroir, vous voyez le résultat. Un visage net, maîtrisé, redessiné avec précision. Vous avez peut-être perdu quelques poils et gagné quelques brûlures, mais vous avez l'air d'une icône religieuse légèrement menaçante. Et c'est exactement le but. Vous asseyez-vous dehors, sur le banc de pierre, où le soleil frappe encore sans pitié. Le ciel est blanc, presque cru. Parfait. C'est l'heure de votre traitement capillaire du mois, le grand blondissement. Tout a commencé avec cette idée étrange, venue des bords du Tibre ou des monastères de Bohême, que les cheveux dorés étaient les plus purs. Ils rappelaient les anges, ou les blés mûrs, ou, plus simplement, quiconque n'était pas paysan. Et vous ne pouvez tolérer cette vilaine teinte brune que votre génétique vous a imposée. Vous déballez vos outils, un entonnoir en tissu épais, percé au sommet, quelques fioles, un œuf cru et une pâte jaunâtre qui sent légèrement le soufre, et la vieille cave. La recette de votre mixture est un secret de famille, mais pour les curieux, elle contient du soufre en poudre, de la chaux vive, du jus de citron et de la salive de chèvre. Oui, la vraie. Collectez avec patience. Certains ajoutent de l'urine, mais vous trouvez que ça alourdit le parfum. Question de goût. Vous appliquez la pâte généreusement, des racines jusqu'aux pointes, en prenant soin d'en mettre également sur vos tempes et votre nuque. Il ne faudrait pas que la bruneur reprenne le dessus. Une fois bien enduit, vous placez l'entonnoir sur votre tête. Il vous donne l'air d'un champignon intellectuel. Par l'ouverture, vous laissez le soleil frapper directement le crâne. Il faut patienter, 2 heures au minimum. Vous sentez déjà les picotements, une chaleur localisée, un effluve d'œufs pourris. Tout cela est très prometteur. Certains historiens affirment que ce genre de traitement était populaire surtout à Venise. Les dames y passaient des après-midi entiers à se faire blondir en fil, assises sur des toits plats, les têtes couvertes d'accessoires en forme de torches inversées. Un carnaval capillaire de souffrances douces et de coquetterie. D'autres chercheurs prétendent que la tendance est venue du Nord, où la blondeur naturelle des femmes était si enviée qu'elle fut vite copiée, de manière approximative, par les brunes passionnées de teintures artisanales. On en revient toujours au bon vieux réflexe humain. Si ça brûle, c'est que ça fonctionne. Vous avez lu quelque part qu'une dame autrichienne du XIVe siècle avait réussi à devenir presque albinos à force de traitements successifs. Sa peau et ses cheveux avaient blanchi au point de devenir transparents sous certaines lumières. On la surnommait la Dame Lune.
Elle est morte à 29 ans, mais elle faisait sensation dans les bals. Vous avez encore quelques minutes à attendre. Vous sentez une goutte de sueur vous descendre dans le cou, mélangée à la pâte. Ça brûle un peu plus. Vous vous retenez de gratter. Vous savez que gratter est la première étape vers la calvitie chimique. Pendant ce temps, vous observez votre voisine qui se contente d'un mélange au vinaigre et au miel. Elle espère éclaircir ses mèches à l'ancienne. Vous souriez. Amatrice. Le soleil tape. Vos tempes palpitent. Le tissu de l'entonnoir se déforme un peu sous la chaleur. Vous commencez à entrevoir la possibilité que la méthode soit légèrement excessive, mais vous continuez. La beauté n'attend pas. Une anecdote vous revient. Un chevalier allemand qui, après avoir surpris sa sœur lors de l'application de ce genre de mixture, a tenté par curiosité. 2 jours plus tard, il a perdu 1/3 de son cuir chevelu. Mais sa moustache est restée dorée pendant 3 ans. Étrange logique capillaire. Vous retirez enfin l'entonnoir. L'air frais vous frappe, mais le cuir chevelu reste brûlant. Vous passez un doigt sur vos cheveux. Ils sont rêches, un peu collants, mais plus clairs? Difficile à dire. Vos yeux piquent à cause des vapeurs. Vous rincez à l'eau tiède. Une mousse jaune s'écoule dans le seau. Vos cheveux crissent sous les doigts. Ils ressemblent un peu à du foin noble. Sec, certes, mais avec du panache. Vous attrapez votre petit miroir de poche. La lumière accroche une mèche. Oui, vous êtes plus blond. Un blond poussiéreux, certes, mais blond. C'est une victoire. Et si quelques mèches tombent sur l'oreiller ce soir, ce sera le prix de votre lumière capillaire. Un détail amusant. Certains alchimistes recommandaient d'ajouter du cuivre râpé dans les mixtures pour fixer la teinte, ce qui avait pour effet secondaire de rendre les cheveux légèrement verts. À la mode, 1 semaine. Puis plus du tout. Mais vous restez fidèle au soufre. Le soufre, c'est la classe, l'élégance. Et l'odeur, au fond, finit par devenir familière. Et tant pis si demain matin, en peignant vos cheveux, la moitié reste coincée dans la brosse. Vous aurez été lumineux, au moins pour un jour. Vous ouvrez doucement la petite boîte en ivoire qui contient votre fierté du moment. Un pinceau taillé dans une plume de héron et un petit pot de pâte noire. Aujourd'hui, c'est jour de sourire. Ou du moins, de mise en scène bucco-dentaire. Vous vous penchez vers votre miroir de cuivre, ouvrez la bouche, observez vos dents. Elles sont là, un peu tordues, un peu tachées par les décoctions de plantes, mais elles sont vôtres, et elles sont beaucoup trop blanches, inacceptablement blanches. Au XIIIe siècle, la blancheur des dents est suspecte. Elle évoque la classe ouvrière, les bergers, les enfants. Les nobles préfèrent un sourire discret, sophistiqué, un peu sombre. Vos dents doivent suggérer la retenue, la sagesse, voire l'empoisonnement lent, mais avec grâce. Alors vous plongez votre plume dans le pot. La pâte est épaisse, collante, presque goudronneuse. Elle contient, de l'encre de sèche, un soupçon de pois, un peu de cendre de vigne, et, pour fixer le tout, une pointe de plomb râpé. Oui, encore lui. Vous appliquez délicatement sur chaque dent, en évitant les gencives. Ce n'est pas toujours évident. Le goût est amer, très amer. Vous grimacez un peu, puis vous vous habituez. Il faut souffrir pour sourire. Une anecdote vous revient, celle d'un poète japonais de l'époque Heian. Il écrivait des haïkus sur le noir profond des dents de sa bien-aimée. Là-bas, dans cette culture raffinée, on appelait cela le ohaguro. Le noir des dents symbolisait la maturité, la fidélité, la beauté accomplie. En Europe, on a trouvé ça étrange, et donc, naturellement, on a copié, mal. Certains évoquent un snobisme culturel mal compris. D'autres y voient une tentative d'imiter les effets des remèdes au plomb, déjà populaires, mais ici rendus volontaires. Et puis, il y avait aussi la mode inverse, colorer les dents en bleu. Oui, une teinte subtile,
obtenue avec des baies écrasées, de la poudre d'indigo ou parfois un extrait de fleurs de guêde. Cela donnait un effet légèrement surnaturel, presque mystique. Certains croyaient que les gens aux dents bleues étaient bénis des fées ou atteints d'un empoisonnement au cuivre avancé. Les deux lectures coexistaient harmonieusement. Vous préférez rester classique. Le noir, c'est sobre. Vous continuez d'appliquer la pâte, dent après dent. Votre reflet vous observe avec une intensité croissante. Le contraste avec votre peau blanchie au plomb est saisissant. Vous avez l'air d'une statue gothique très appliquée. Une voisine, à vous, utilisait autrefois une méthode plus brute. Elle mâchait chaque matin un mélange de charbon et de résine d'arbre. Cela lui donnait une haleine de feu de camp, mais des dents sombres et mates. Elle jurait que ça repoussait les prétendants indésirables, ce qui était visiblement le but. Vous rincez rapidement à l'eau de sauge pour fixer la couleur. Un goût métallique vous monte dans la gorge. Vos dents luisent légèrement à la lumière, comme vernis d'un secret. Et pourtant, vous vous rappelez ce petit dilemme moral. Les confesseurs eux-mêmes hésitaient sur cette pratique. Fallait-il encourager la coquetterie dentaire ou la condamner comme vanité? Certains prêtres bénissaient les pinceaux à dents teintées, d'autres les jetaient au feu. Résultat, chacun faisait ce qu'il voulait, mais en secret. Ce qui est le plus fascinant, c'est qu'à l'époque, la notion d'hygiène bucco-dentaire était déjà présente, mais interprétée librement. On se frottait les dents avec de la poudre d'os ou avec des morceaux de sel durci. On utilisait des cure-dents en or pour les riches ou en tiges de thym pour les poètes. Une duchesse italienne aurait même été enterrée avec sa trousse dentaire, contenant pas moins de 12 pigments différents pour adapter la couleur de ses dents à son humeur du jour. Une vraie pionnière. Vous refermez le pot, reposez votre pinceau. Un petit filet de pâte noire s'est échappé au coin de vos lèvres. Vous l'essuyez avec un linge parfumé à l'ambre. En souriant dans le miroir, vous voyez enfin ce que vous attendiez. Un sourire contenu, mystérieux, élégant et légèrement toxique. Et si un jour vos dents tombent, rongées de l'intérieur par le plomb, eh bien, vous les remplacerez par de jolies dents sculptées en ivoire ou en nacre. Et vous les teindrez, bien sûr, pour la cohérence, car la mode, elle, ne tombe jamais. Vous ouvrez le rideau, juste assez pour laisser entrer un filet de lumière tremblante. Il est presque l'heure du souper. Vous n'avez rien mangé de la journée, mais ce n'est pas grave. Ce soir, vous porterez votre maquillage d'apparat, celui qu'on ne met que lors des grandes occasions, celui qui coûte cher, celui qui peut vous tuer plus rapidement que les autres. Vous soulevez un couvercle en étain gravé. Dedans, une poudre d'un blanc si pur qu'elle en est presque bleue. Une texture fine, soyeuse. C'est de l'arsenic, ou plus précisément, du trioxyde d'arsenic, délicatement broyé et mélangé à de l'argile blanche. On l'appelle parfois poudre de lune. Ça fait rêver. L'idée, ici, est de créer un éclat de peau exceptionnel. Une clarté rare, presque translucide. Le genre de teint qu'on ne trouve qu'après plusieurs semaines d'insolation légère ou de maladie. Et vous voulez cette lueur diaphane. Pas pour impressionner, pour dominer. Vous trempez votre houppette dans la poudre, puis vous la tapotez doucement sur vos pommettes, votre front, votre menton. Il faut une main légère. Trop, et vous paraissez malade. Pas assez, et l'effet s'évanouit. La première fois que vous avez essayé, vous avez éternué pendant 10 minutes. La poudre est volatile. Elle s'insinue partout. Elle chatouille la gorge. Mais maintenant, vous êtes un expert. Vous savez respirer par la bouche. Une anecdote revient à votre esprit. Cette baronne autrichienne du XVe siècle qui aurait demandé à son valet de lui appliquer la poudre à la louche. Littéralement. Elle voulait être inoubliable lors du bal du printemps. Elle a passé la soirée étincelante, puis la semaine suivante au lit,
délirante. Elle a survécu. Mais depuis, elle confondait les légumes et les bijoux, ce qui explique peut-être son potage au saphir. Les apothicaires de l'époque savaient que la substance était intense, mais plusieurs textes la décrivent aussi comme bénéfique à très faible dose. On vous la vendait comme tonique, comme élixir de peau, parfois même comme aphrodisiaque léger, une sorte de super aliment cosmétique avant l'heure. Ce que vous ressentez maintenant? Une sensation de fraîcheur, suivie d'un léger engourdissement. Vos joues sont calmes. Trop calmes, c'est bon signe. Cela signifie que la poudre agit. Pour fixer le tout, vous vaporisez un voile de vinaigre parfumé à la sauge et à la rose musquée. Cela crée une petite réaction chimique. Quelques picotements. Un léger voile de vapeur s'élève. C'est magnifique. Un moine botaniste aurait, paraît-il, inventé une version adoucie de ce phare, un mélange d'arsenic et de farine de pois chiches. Il le testait sur ses poules avant de le recommander aux nobles dames. On ne sait pas si les poules brillaient, on sait juste qu'elles mouraient plus vite. L'expérimentation avait ses limites. Vous ne vous posez pas trop de questions. Vous appliquez et vous admirez. Le miroir vous renvoie une image douce, irréelle. Vous n'avez plus de pores visibles. Votre peau semble figée, comme celle d'un ange de pierre ou d'un masque funéraire en porcelaine. Et ce, justement, est votre objectif. Vous terminez par une touche de fard sur le nez, légèrement plus rosé, pour donner l'illusion de chaleur humaine. Juste assez pour que personne ne soupçonne que vous êtes en train de cuire lentement de l'intérieur. Votre cousine, plus téméraire encore, mélangeait l'arsenic à un élixir buvable. Une petite goutte chaque matin dans du lait d'avoine. Elle avait le teint d'une statue grecque et un foie probablement aussi dur que du granit. Une autre amie a tenté d'utiliser un substitut à l'arsenic, une poudre de perles broyée, mais cela coûtait une fortune et ne tenait pas bien. Elle revenait toujours, un jour ou l'autre, au bon vieux poison. Vous remettez soigneusement le couvercle sur le pot. Vous rangez le tout dans sa boîte en bois laqué. Vous avez pris vos précautions. Tout est scellé, loin des animaux, des enfants ou des personnes trop curieuses. Car ce maquillage, c'est un privilège, un petit secret fatal que vous portez avec élégance. Et si, dans 10 ans, vous commencez à perdre vos cheveux, à baver involontairement ou à oublier votre prénom, vous saurez au moins que vous étiez sublime pendant toute la descente. D'ailleurs, certaines personnes affirment que mourir lentement de beauté est en soi une œuvre d'art. Et vous en êtes déjà à l'ébauche. Le tiroir grince un peu quand vous l'ouvrez. À l'intérieur, votre collection de parfums, flacons de verre soufflé, fioles de corne, petites bouteilles en céramique étiquetées à la main, parfois à moitié effacées. Chaque contenant abrite une senteur unique, mais tous partagent une origine. Douteuse. Ce soir, vous voulez impressionner, ou au moins ne pas sentir la chèvre et le vinaigre. Vous optez donc pour quelque chose de fort, de durable. Vous débouchez une petite ampoule. Une vague épaisse vous frappe aussitôt. Sucrée, musquée, marine, animale. C'est difficile à définir. C'est l'ambre gris. Ce parfum, extrait des entrailles digérées des cachalots, se forme naturellement dans leurs intestins. Un genre de vomi fossilisé, flottant parfois des années dans l'océan avant d'échouer sur une plage. On le récolte comme un trésor. On le râpe. On le fait infuser et on s'en parfume la nuque. Vous appliquez quelques gouttes derrière les oreilles, à l'intérieur des poignets. L'odeur est puissante. Elle vous donne l'impression d'être enveloppé dans une cape d'algues chaudes et de cadavres marins. C'est exactement ce que vous cherchez. Certains l'attribuent aux marchands arabes, d'autres aux corsaires qui l'auraient rapporté comme trophée exotique. Toujours est-il qu'une fois intégré dans les routines olfactives, il est devenu le summum du raffinement. Et ce n'est que le début. Vous ouvrez ensuite une petite boîte ronde contenant du musc. Ce n'est pas une note florale, non. Le musc vient de la glande d'un cerf mâle, séché, râpé
et mélangé à de l'huile d'olive. Une odeur animale, chaude, persistante. Une goutte suffit à envahir une pièce. Il est dit qu'une comtesse flamande ne dormait qu'après avoir frotté une pierre de musc sous son oreiller, pour rester présente dans les rêves des autres. Vous l'appliquez directement sous la gorge, entre les clavicules, pour qu'il batte avec votre cœur. Ensuite vient votre favori personnel, le parfum de cervelle bouillie. Pas n'importe quelle cervelle, celle de pigeon. On la cuit dans du lait, on filtre, on ajoute du miel et on laisse fermenter quelques jours. L'odeur est douce, lactée, mais avec une note légèrement charnelle. Un effluve de souvenirs tièdes. Une anecdote vous revient. Un parfumeur de Tolède au XIIIe siècle aurait tenté une série d'essences expérimentales à base de glandes de renard, de sang de grenouille et de bile de morue. Il avait baptisé sa création « Soupir de l'enfer ». Personne ne l'a acheté, mais le roi l'a fait exécuter pour usage suspect de créatures impures. Le parfum, lui, est resté dans les archives. Ce qui vous fascine, c'est la contradiction de l'époque. Les gens ne se lavent presque pas, mais empilent les couches de parfums puissants. Pas pour cacher la saleté, pour la magnifier, la faire dialoguer avec la noblesse des matières premières. C'est presque philosophique. Vous essayez parfois des mélanges, ambre gris, plus eau de rose, plus un soupçon de résine de myrrhe. Ou encore musc plus lavande, plus vinaigre de figue. Chaque combinaison est une nouvelle identité. Une manière de dire « je suis propre, mais selon mes règles ». Certains jours, vous tentez même des formules plus personnelles. Une infusion de vos propres cheveux brûlés, de sueur de nuit et de pétales séchés. Le résultat est inégal, mais vous y mettez du cœur. On dit aussi qu'une reine du Nord se parfumait au placenta séché, mélangé à de la menthe, pour renforcer sa virilité politique. Personne n'osait lui demander l'ingrédient secret. Probablement une bonne décision. Avant de sortir, vous agitez une fine poudre parfumée sur vos vêtements, du talc au bois de santal et au lait de biche caillée. Un nuage s'élève. Vos narines frémissent. Vous êtes prêt. Et si quelqu'un fronce le nez en vous croisant, c'est qu'il n'a pas le nez assez éduqué. Vous sentez la mer, la forêt, le sang tiède, la pierre froide. Vous êtes un paysage, une expérience et, accessoirement, un danger ambulant pour les narines sensibles. Mais qu'importe, car ce soir, vous sentez riche. La fiole est minuscule, enveloppée dans un tissu de soie élimé. Vous la déballez avec lenteur, comme si vous teniez une relique. C'est peut-être le cas. Dedans, un liquide sombre, légèrement visqueux. Une liqueur d'éternité, ou du moins, c'est ce qu'on vous a promis. Vous ouvrez le bouchon. Une odeur métallique vous chatouille le nez. Pas désagréable. Évocatrice. C'est le parfum des promesses d'alchimistes. Ce soir, vous allez tester un élixir de jouvence très spécial. Un mélange au sang de tortue, aux écailles broyées et, selon la rumeur, à un soupçon de poudre d'os humain. Le genre de recette que l'on murmure entre deux rideaux de velours dans des chambres trop parfumées pour être honnêtes. Vous trempez le bout de votre doigt dans le liquide. Il est tiède. Toujours bon signe. Vous en appliquez sur vos joues, sur vos tempes, sur le creux de votre cou. Vous massez lentement. Il pénètre la peau avec une onctuosité inquiétante. Les élixirs de ce genre ne courent pas les rues. Ils sont distillés en secret par des apothicaires qui parlent en latin et échangent leurs recettes contre des faveurs plutôt que de l'argent. Celui-ci vient, paraît-il, d'un monastère disparu dans les montagnes, où les moines travaillaient avec des ingrédients interdits, mais efficaces. La frontière est floue. L'effet, dans tous les cas, était recherché. Ralentir le vieillissement, par tous les moyens, et peu importe les effets secondaires. Une anecdote célèbre circule au sujet d'un duc florentin obsédé par sa jeunesse.
Chaque matin, il faisait broyer une écaille de tortue dans du lait d'amande tiède et se frictionnait les coudes, les genoux et le visage. Il vivait dans une maison sans miroir, convaincu que la jeunesse se conserve mieux quand on l'oublie. Il est mort à 40 ans, avec un teint superbe selon ses domestiques. Vous aimez voir le résultat. Vous vous approchez de votre miroir, votre peau semble un peu plus tendue. Ou peut-être est-ce l'effet du sang coagulé? Quoi qu'il en soit, vous êtes satisfait. La recette indique qu'il faut répéter l'application 3 nuits de suite, puis se laisser reposer une lune entière. Reposer quoi exactement? Vous ne savez pas. Vous obéissez. Il existe des variantes de cet élixir. Certains remplacent le sang de tortue par du sang de taupe. D'autres préfèrent des extraits d'escargot pour une régénération douce. Une alchimiste allemande du 15e siècle aurait même tenté une version à base de cervelle de bébé renard mélangé à du lait maternel. Le mélange aurait causé des visions et quelques incendies. Mais tout cela n'est rien face à votre fiabilité à vous, tortue, perle, os. Le trio gagnant. Il faut dire que les tortues sont associées à la longévité. Vous y voyez un symbole. Vous vous imaginez lent, calme et immortel. Le contraire exact de votre voisine qui utilise chaque matin une crème à base de racines fermentées et de bildois. Elle a des rougeurs et une odeur de cave. Vous reposez la fiole sur son coussin de soie. Il vous reste assez de liquide pour 2 applications. Vous vous demandez si vous devriez le partager. Non, certainement pas. Avant de dormir, vous appliquez une couche de cire végétale sur votre visage pour sceller l'élixir. Cela crée une barrière. Cela donne l'impression de porter un masque de cire. Vous êtes un peu figé, mais beau. Et figé, c'est parfois plus rassurant. Dans le silence de la pièce, vous vous allongez. Vous sentez votre peau pulser, comme si quelque chose travaillait dessous. Une vie nouvelle. Ou un début de mutation? Difficile à dire. Et si demain, vous vous réveillez avec un œil légèrement déplacé? Ou un petit doigt qui pousse dans le cou? Vous l'accepterez, car la beauté a ses chemins tortueux, et vous les suivez aveuglément, car vous n'êtes pas là pour faire les choses à moitié. Vous êtes là pour être magnifique, même au prix de votre santé, de votre confort ou de votre espérance de vie. Et dans le fond, est-ce que ça n'a pas toujours été le cas? Alors vous restez là, allongé, baigné dans une lumière vacillante, le visage enduit de produits dont même les noms font frissonner. Chaque partie de votre corps palpite doucement comme si elle vous remerciait ou vous suppliait d'arrêter. La pièce sent l'ambre gris, la cendre tiède, la sueur parfumée au musc. Le silence est doux, percé seulement par le craquement lent du bois qui refroidit. Votre respiration ralentit, le poison fait son œuvre. Ou peut-être est-ce le sommeil. Tout est calme, rien ne vous dérange. Le monde extérieur, avec ses vérités modernes et ses savons trop moussants, peut bien attendre. Vous êtes figé dans une parenthèse d'histoire, enveloppé dans des gestes étranges, absurdes, beaux à leur façon. Des gestes qui ont traversé les siècles, aussi inutiles qu'essentiels. Alors fermez les yeux. Respirez doucement. Vous êtes parfait ainsi.